Alors, nous voilà sur une thématique qui va ravir certains d'entre vous, certains qui nous expliquent que les réchauffements et refroidissements climatiques sont cycliques. Alors, souvent, quand je parle de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique, on me dit « il n'y a pas de réchauffement climatique, tout ça c'est cyclique, il y a déjà fait plus chaud, etc. etc. » Alors oui, mais il va falloir mettre le nez dans les revues scientifiques et dans les documentations scientifiques, parce que oui, c'est cyclique, mais pas en un siècle. Hein. Des augmentations de température en un siècle comme ça, exponentielles, c'est encore du jamais vu. Enfin bref, on sera peut-être en désaccord là-dessus, vous avez peut-être raison, j'ai peut-être raison, la science a peut-être raison, ou pas, on verra dans l'avenir. En tout cas, aujourd'hui on va traiter d'un refroidissement climatique et comment ce refroidissement climatique a accéléré la chute de Rome. Vous pensiez que la chute de Rome était due à sa dégénérescence, à la libération des mœurs, aux envahissements barbares? Non, non, pas du tout, c'est le refroidissement climatique en fait. On va se lire ça ensemble. Alors c'est un podcast, hein, vous aurez aussi le lien de l'article dans la description, comme ça vous pourrez écouter le podcast si ça vous en dit. Pourquoi le refroidissement climatique a-t-il accéléré la chute de Rome? Comment les facteurs environnementaux ont-ils été mis en lumière pour expliquer la chute de Rome? Quels enseignements peut-on en tirer? L'histoire ancienne a-t-elle sa place dans la réflexion contemporaine sur la crise environnementale? C'est la question à laquelle tente de répondre aujourd'hui un petit nombre de spécialistes de cette période. La principale difficulté tient au fait que les sociétés antiques faisaient partie d'un monde très éloigné du nôtre, que ce soit sur le plan de leur développement industriel, de leurs croyances ou de leur organisation sociale. Néanmoins, c'est ce défi qu'a tenté de relever récemment l'historien américain Kyle Harper dans son ouvrage intitulé « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome ». Oh, c'est marrant, on a les deux premiers. C'est marrant, hein, comme à notre époque, on a les deux premiers. C'est rigolo. Fascination pour la chute de Rome. Depuis l'œuvre fondatrice d'Édouard Gibbon, parue en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, le thème de la chute de Rome a fasciné les historiens du monde occidental. C'est donc un sujet hyper classique que Kyle Harper, spécialiste reconnu de l'Antiquité tardive, a tenté de renouveler, en mobilisant les découvertes les plus récentes dans le domaine des sciences du climat et de l'archéobiologie. Il a mis en relief le rôle qu'avaient joué, dans l'effondrement de Rome, les changements climatiques, les éruptions volcaniques, les cycles solaires ou la circulation des virus. Oh, comme c'est bizarre. On n'essaie pas de... Je vous laisse vous faire votre propre avis. Rôle des facteurs environnementaux et biologiques. Il insiste tout particulièrement sur les débuts du petit âge glaciaire au 5e siècle, le refroidissement climatique, mais aussi l'épidémie de peste bubonique qui a provoqué la disparition de la moitié de la population de l'Empire vers le milieu du 6e siècle, aurait accéléré la décomposition finale de l'Empire romain. Cette thèse n'a pas fait l'unanimité parmi les spécialistes, on lui a reproché d'avoir accordé un rôle excessif aux facteurs environnementaux et biologiques, au détriment des explications sociales, économiques et politiques. Si l'on veut tirer des leçons du passé pour agir sur notre présent, il est important en effet d'insister sur le rôle que jouent les activités humaines dans les transformations de la nature, car c'est un moyen de mieux comprendre comment les sociétés parviennent ou non à s'adapter à ces changements. Et actuellement, je suis désolé, mais on prend toutes les pires décisions qui soient pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'on a le mur devant nous, on a dit hop, t'as vu le mur? Allez, il accélère. On va le traverser. Non, tu vas te prendre pleine gueule et tu vas crever, c'est tout ce que tu vas faire. Les aléas climatiques et environnementaux deviennent des catastrophes seulement lorsque les activités humaines sont exposées à un risque naturel, comme les inondations ou les séismes. De même, pour qu'un virus puisse se propager rapidement dans une société, il faut que les contacts entre les êtres humains soient suffisamment développés. Ce qui est le cas dans les villes très peuplées. Les inconvénients de l'urbanisation massive. L'ouvrage de Harper
a le mérite de montrer combien les facteurs environnementaux peuvent peser sur le devenir de l'humanité. Mais le principal enseignement que l'on peut en tirer, pour notre présent, concerne l'aveuglement des Romains face aux problèmes que posait à cette époque la concentration, dans une même ville, de plus d'1 million d'habitants. Et on voit qu'on en a tiré, bien sûr, des leçons, quand on voit les méga-villes qu'on a aujourd'hui, qui nous font que du déchet, qui nous font des eaux polluées, qui nous font des déserts urbains complètement noirs et donc des puits de chaleur, des concentrations comme ça de bâtiments et de routes, ça ne peut que mener à la bonne santé de tout ce qui est, bien sûr, environnemental. Certes, cela favorisera l'échange des savoirs et la spécialisation du travail, mais cette urbanisation massive augmenta en contrepartie la mortalité, en permettant une circulation accélérée des maladies infectieuses. La pression sur le capital humain fut trop forte, ce qui entrava finalement le développement économique de l'Empire romain. Donc, ils mettent ça, tu vois, lui, il mettrait plus ça sur le côté, voilà, il y a eu des villes, il y a eu des virus qui ont pu circuler beaucoup plus facilement, et il y a eu finalement une baisse des températures, ce qui a produit moins de récoltes, et donc une famine. Donc peut-être que ça a joué, mais ses collègues disent, attention, il y a aussi quand même le côté, social, politique, etc., qui a mené plus à la chute de Rome que ces facteurs-là. La chronique est à écouter dans son intégralité en cliquant sur le haut de la page Histoire, économie, philosophie, voilà, donc vous avez le lien dans la description, et j'espère que ce podcast vous plaira. En tout cas, on en a lu une petite partie, voilà, pour expliquer que finalement, est-ce que c'est pas cyclique, les changements climatiques ? Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas, mais n'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Et puis, comme d'habitude, maintenant, tu commences à connaître la musique, tu vas le faire sans que j'ai besoin de te le dire, bien entendu. Ici, là, tac, tu t'abonnes et tu vérifies que tu es toujours abonné, parce que YouTube s'amuse toujours à me faire des blagues et à en désabonner certains d'entre vous. Tu cloches, tu likes, tu partages. Partager, c'est très important pour la bonne santé de cette chaîne. Alors si tu aimes mon travail, n'hésite pas à le partager autour de toi, si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser, partage, c'est très important et ça me permet d'être mieux référencé dans ces algorithmes que sont YouTube. Donc ça, c'est une manière totalement gratuite de soutenir la chaîne. Mais si tu veux aller plus loin dans ton soutien, tu peux appuyer sur le petit cœur à côté de ton commentaire, et tu choisis après la somme que tu veux mettre, 2, 3, 4, 5 euros si tu veux, et tu écris après ton commentaire, et je recevrai la notification directement sur mon téléphone portable. Comme ça, je risque pas de rater ton commentaire. Sinon, tu peux faire un don directement sur ma page Tipeee. Bien entendu, l'aspect financier n'est pas obligatoire. La façon gratuite de soutenir la chaîne est amplement suffisante, et si tu le fais, je t'en remercie. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.